pense qu'on a une génération, on a besoin de changement, on a besoin de sortir de sa zone de confort, etc. Et je me suis dit, putain, ce serait cool de pouvoir gagner des sous et tout. Donc j'étais au lycée, donc si je pouvais gagner même 50, 100 euros par mois, ce serait vraiment cool. Donc moi, je me projetais, je me disais, est-ce que je ferais 10 ans dans une même boîte, et franchement, je sais que je ferais jamais ça. Salut Axel. Salut Antoine. Alors Axel, t'es le dernier entrepreneur que je rencontre à Bordeaux avant de continuer ma route, mon road trip pour rencontrer des entrepreneurs libres vers le sud. T'as un parcours qui est assez étonnant. Aujourd'hui, t'es étudiant, tu bosses en alternance et t'as ta boîte. C'est ça. Et est-ce qu'on peut parler de tes revenus dès le début ? Ouais, parce que moi, je suis assez ouvert sur tout ce qui est chiffré. Donc, il n'y a aucun tabou sur l'argent ou même sur plein d'autres sujets. Donc, c'est bien ça. Totalement transparent. Donc, moi, aujourd'hui, au niveau des chiffres, donc depuis le début 2020, je fais une moyenne de 2400 euros par mois. Ouais. Donc, c'est assez lissé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mois où je fais 5000 ou de mois où je fais 0. C'est assez linéaire. En fait, j'ai différentes sources de revenus. Et alors, n'allons pas trop vite. Okay. N'allons pas trop vite. 2400 euros par mois, plus tes revenus d'alternance. C'est ça. Donc là, 1000 euros par mois. C'est ça, à peu près 1000 euros par mois. C'est ça. T'as quel âge ? Là, je suis sur mes 21 ans en août. Ok. Je pense que déjà, ça dresse le portrait. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton histoire, me dire d'où tu viens, ton histoire pour l'instant surtout des études, j'imagine, et comment tu as eu l'idée surtout de te lancer à ton compte alors que finalement, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui font ça. C'est ça. En fait, au tout début, si on reprend vraiment l'histoire au tout début, je pense que le début, ça a commencé quand j'ai voulu commencer à créer des vidéos sur Internet. Donc la base, c'était vraiment YouTube. C'était le partage. Qui c'est qui t'a inspiré à ce moment-là ? Je crois qu'il n'y avait pas grand monde. Je crois que c'était vraiment le principe de partager des vidéos, d'avoir son audience, tout ça. Mais sans le côté business, c'était vraiment le pur côté création, vidéo, avoir des vues, des gens qui te voient, en fait, d'être connu, en fait. Sans le côté notoriété. Non, mais je comprends très bien ce que tu dis. Moi, j'ai la même chose. Moi aussi, quand YouTube est apparu, j'ai été fasciné par ce côté diffusion, tu vois. Tu peux produire quelque chose, le diffuser et potentiellement toucher des milliers, des millions de personnes. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné aussi. C'est ça. Donc ça, c'était à quelle époque ? Ah, ça, c'était il y a vraiment très longtemps. C'était en 2013-2014 quand j'ai commencé sur YouTube. Donc, c'était à l'époque des vidéos sur des jeux vidéo, des tutoriels sur des logiciels de montage, Photoshop, tout ça. Mais sans aucun but lucratif à ce moment-là. Et donc, c'était la période du lycée. Donc, j'avançais tranquillement dans mes études avec forcément les parents qui étaient sur l'épaule qui disaient tu vas faire peut-être une prépa MPSI ou PTSI, un cursus très scientifique, en fait, qui est très classique. Ouais. Et je sentais que ça me plaisait bien, le côté scientifique, le côté faut travailler tous les jours, faire des maths, etc. Mais il y a un moment où tu te dis, mais en fait, est-ce que de travailler de 8h à 18h toute la journée et après tu profites le soir, est-ce que tu kiffes ça ou pas ? Et en fait, moi, je me projetais, je me disais, est-ce que je ferais 10 ans dans une même boîte, et franchement, je sais que je ferais jamais ça. Donc, du coup, ça m'a, j'ai eu un peu peur, tu vois. Pourquoi tu te verrais pas faire 10 ans dans une boîte ? En fait, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que ça, c'est bizarre, c'est que les parents vont te dire, c'est super important de faire 10 ans dans une même boîte, avoir une carrière, etc. Et moi, je pense qu'on a une génération, on a besoin de changement, on a besoin de sortir de sa zone de confort, etc. Et moi, je le vois tout de suite, je peux être très facilement saoulé au bout d'1 ou 2 ans d'une activité, de quelque chose. Et du coup, le fait de changer, tu gagnes tellement en expérience. Donc tu voulais de la diversité dans ta vie et tu n'avais pas peur d'avoir plusieurs carrières, en fait. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, actuellement, je fais mes études en informatique. Donc, je finis vite fait sur ça. En gros, je fais mes études en informatique et je sais que peut-être dans 5 ans, je pourrais totalement me tourner sur peut-être du commercial ou même, je pensais même à faire de la restauration, des choses comme ça. Ça me dérangerait pas du tout et justement, je trouverais ça tellement enrichissant. Parce qu'en fait, moi, on va dire le dénominateur commun sur tout ce qui me plaît, c'est le côté parler avec des gens. Faut que j'ai du social. Et tu vois, typiquement, je sais que je pourrais pas travailler tout seul chez moi pendant des semaines, tu vois, dans ma caserne, quoi. Ça peut être le type, je pense que c'est un peu peut-être ton type de moi, ça travail. me convient parfaitement. C'est ça. Alors que moi, c'est totalement l'inverse. J'ai besoin de voir des gens. Faut qu'il y ait un échange. En fait, j'ai fait le test, je sais plus comment on appelle ça. MBTI. MBTI, c'est ça. Et je suis extraverti, je crois que c'est le D'accord. truc. Okay. Et du coup, je me nourris de l'énergie des gens. Et donc, si je vois pas les gens, pour moi, le confinement, ça a été un enfer. Ah ouais, c'était terrible, quoi. Ouais. Ça a été dur. Ouais.
Tu l'as passé ici chez toi chez moi, du coup, sur Bordeaux, pendant en gros 2 mois et demi. T'étais tout seul Tout seul, ouais, tout seul. C'est vrai que ça a dû... alors moi, j'étais pas tout seul, mais je pense que si j'avais été tout seul aussi, j'aurais pété un câble. Ah ouais? Même en étant... même en étant... moi, je suis introverti, ça veut pas dire que je suis un ermite, tu vois. J'ai quand même besoin d'avoir ma famille, mes proches, d'avoir quand même un petit groupe d'amis que je vois régulièrement. Sortir de ta tête, quoi, finalement, parce que c'est tout le temps dans sa tête, c'est un enfer, ouais. Et donc pour en revenir du coup rapidement à l'histoire, donc du coup voilà, je faisais des vidéos sur du développement, enfin sur des tutoriels, des jeux vidéo, etc. Et donc en fait, je crois à ce moment-là, je crois que j'ai commencé à te découvrir, mais c'était vraiment il y a longtemps, donc je crois que tu avais à ce moment-là 1000 ou 2000 abonnés, donc c'était vraiment il y a très longtemps. En effet. Ah, ça date. On va être peut-être en 2014, 2015, quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça date. Et donc tu parlais, en gros là à ce moment-là, tu voyageais vachement, donc tu parlais de vendre des formations, etc. Et je me suis dit, putain, ce serait cool de pouvoir gagner des sous et tout. Donc j'étais au lycée, donc si je pouvais gagner même 50, 100 euros par mois, ce serait vraiment cool. Donc alors, n'allons pas trop vite. D'abord, tu t'es intéressé à YouTube parce que tu avais envie de diffuser. Sur YouTube, tu as fait quel type de contenu? Des tutoriels? C'est ça, tutoriels sur des logiciels. Tu vois, donc, sur des logiciels. Ok, donc comment utiliser tel logiciel? Exactement, genre comment faire tel effet dans Photoshop. Donc tout type de logiciel? Ouais, c'était plutôt graphisme, orienté design en général. T'avais une audience ou pas déjà? J'avais peut-être 1000, 2000 abonnés, je crois. Ok, comme ça. Ce qui pour l'époque est pas mal. Ouais, faut pas oublier aussi que YouTube a évolué. Et, j'ai eu 100 000 abonnés, moi je me souviens quand je me suis lancé, ça me paraissait mais complètement impossible. C'était le truc vraiment, tu vois, les mecs qui avaient 100 000 abonnés, c'était limite des célébrités, tu vois. Aujourd'hui, t'es youtubeur, t'as pas 100 000 abonnés, genre les mecs ils ont une usine à fabriquer des boutons, des play buttons, tu vois, des trophées pour les gens qui ont 100 000. Ok, donc tu te lances sur YouTube. T'as une petite audience quand même, ça marche un petit peu, tu te positionnes sur des mots-clés en faisant des tutoriels, et un jour tu te dis, tiens, est-ce que je pourrais pas gagner de l'argent avec ça? C'est ça. Et donc là, à partir de ce moment-là, donc toi, je crois que c'était à ce moment-là où tu utilisais le modèle vendre directement sur YouTube avec Sales. Ouais. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Donc, je trouve ça ridicule maintenant, mais à l'époque, j'avais fait une vidéo sur comment s'organiser quand on a des projets personnels / professionnels et qu'on est étudiant. Pourquoi ce serait ridicule? Non, mais je trouve par rapport au contenu que je fais maintenant, je trouve la différence de qualité à... D'accord, ok. Si tu le re-regardes aujourd'hui, t'en as un peu honte. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc, mais à l'époque, j'étais vraiment très fier de ce contenu-là. Okay. Et donc là, je mets ça en ligne. Donc, je fais une vidéo de promotion. Et tout de suite, je crois qu'au bout des 2-3 premiers jours, j'ai dû faire 100 ou 200 euros de vente. Donc, moi, j'étais super content. Vraiment, tu te dis... j'étais habitué à... C'était une formation, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Ok. C'était combien de temps? Je crois qu'elle a duré 1h30. 1h30, ok, donc petite formation. Tu mets ça sur Sales, c'est ça, qui est un outil de vente de formation en ligne. Je la mets à 27 euros et je l'ai mis en promotion à 17 euros. Ouais. Là, j'étais pas encore trop légitime, je pense que c'était pas. Plutôt pas cher. Plutôt pas cher, ouais, c'est ça. Et tu fais 300 euros Non, plutôt 100. Ouais, 100 ok, en combien de temps? Là, je pense en 3-4 jours à peu près. Donc, en gros, le lancement de la vidéo. T'avais quel âge à l'époque? Là, je crois que j'avais 16 ans. Ouais, 16 ans. Ouais. Okay. Donc là, j'étais très content. Mais quand j'ai regardé mes revenus, en fait, je voyais donc la courbe des 100 euros qui monte. Puis ensuite, plus ça allait, enfin, en gros, un jour après, c'était beaucoup moins. Puis ensuite, le jour d'après, beaucoup moins. Ensuite, 0. Puis 0, 0, 0, 0, 0 pendant des semaines. Puis ensuite, des fois, hop, une vente à 17 euros. Puis ensuite, 0, 0, 0. On se rend pas compte à quel point c'est souvent lors des lancements. Enfin, c'est pas souvent, c'est lors des lancements qu'on fait toutes les ventes, en fait. Exactement. C'est rare de faire des ventes sur catalogue un peu par hasard en dehors des lancements. Exactement. Et en fait, ce truc-là, ça m'a un peu, pas dégoûté, mais en fait, moi je recherchais, comme j'ai un esprit un peu plus, je sais pas comment dire, mais j'aime bien faire la travail une fois et vendre plusieurs fois. Et le fait de devoir faire toujours un effort de promotion. Avec ton matos vidéo, parce que quand je suis arrivé, il faut préciser, il y avait genre la table avec la lumière, la caméra, tout était installé. Et ce que tu m'as dit, c'est j'appuie sur un bouton et il y a tout qui se lance, j'ai à m'occuper de rien. Exactement, genre le fond vert est découpé, tout ça, la musique se lance, tout ça, et ensuite j'arrête et j'ai terminé, je peux uploader sur YouTube et j'ai ma vidéo. Et donc là, tu voulais avoir la même chose. Voilà, je voulais avoir la même chose, surtout sur le côté vente en fait. Moi, ce que je voulais, c'était faire le marketing, le bundle marketing, et ne pas m'en occuper, quoi. Et donc, du coup, avec ce modèle-là, ça marchait pas, quoi. Ou alors, sinon, il fallait que je crée d'autres produits, mais plus régulièrement. Donc, en gros, ta méthode où tu crées plus de produits plus régulièrement. Et en fait, donc quelques mois plus tard, un ami à moi, youtubeur, qui s'appelle PrimeFX, Boris, qui fait des vidéos sur du développement informatique, s'est mis à faire des formations sur Udemy. En fait, il en a fait une.
Et donc je lui ai posé des questions, je lui ai demandé comment ça marchait cette plateforme. Donc Udemy, c'est une plateforme de formation, de vente de formation, c'est ça. Okay. Alors en fait, c'est une plateforme, alors c'est important vraiment de préciser que c'est une plateforme qui a vraiment ses codes, un peu comme Udemy. Donc en fait, on va voir vraiment les codes d'Udemy, enfin les codes... Donc moi, je peux pas prendre tout mon catalogue de formation, tourner à l'arrache et puis la foutre sur Udemy, ça va pas passer. Alors ça va passer, c'est-à-dire que tu auras ton contenu dessus et tu vas faire des ventes aussi, je pense, facilement. Mais pour vraiment bien marcher sur Udemy, tu as certains codes. Par exemple, si tu veux vraiment bien marcher sur Udemy, il faut faire une formation qui soit dense, longue, forcément de qualité. Donc, je ne serai jamais sur Udemy. Voilà, c'est vraiment la totale, quoi. Il faut vraiment que ce soit des formations vraiment très qualitatives. Très léchées, où tout est coupé, bien monté, etc. Okay. C'est ça, parce qu'en fait, les gens, ça aussi, il faut le savoir, c'est que du coup, sur Udemy, quasiment tout est en promotion. Parce qu'en fait, les formateurs s'inscrivent dans un programme partenaire d'Udemy. Donc ça, c'est Udemy qui le met en place. Ouais. Et en fait, Udemy, en gros, donne la possibilité, vous inscrivez dans notre programme et nous, on met votre formation au prix qu'on veut en fonction de la période, en fonction de d'où viennent les gens. Tu les autorises, en fait, à varier le prix de tes produits. Exactement. En fonction de, par exemple, si la personne est au Canada, elle aura un plus grand pouvoir d'achat que, par exemple, si elle était en Afrique du Sud ou un truc comme ça. Intéressant. Ah, donc ils vont s'adapter à chaque marché et c'est eux qui s'occupent du marketing. Exactement. Toi, tu as juste à créer les formations. Exactement. Et en plus de ça, c'est même eux qui vont proposer mes formations en faire de la promotion sur Facebook. Ils m'ont même demandé une fois une vidéo YouTube de présentation de 30 secondes qui mettait devant les vidéos, en gros en publicité YouTube, quoi. Ils prennent quelle commission ? Alors en fait, il y a trois manières de gagner de l'argent sur Udemy. La première, c'est quand c'est son audience à soi. Donc là, quand on a une chaîne YouTube ou quand on a un blog, etc., on crée notre formation, on la partage avec notre audience. Là, on touche 97%. Donc en gros, autant dire 100%. Ensuite, on va avoir... Donc, comment ils savent si tu as un lien personnalisé ? Ouais, c'est ça. Tu as un lien, alors tu peux créer un code promo pour ton audience ou tu as un lien directement. Et du coup, tu fais toutes tes ventes et là, tu gagnes tout. Après, tu as l'autre plan, c'est le Udemy organique. Donc là, c'est tout ce qui vient d'Udemy. Donc par exemple, quand les gens vont sur le catalogue d'udemy.com, ils recherchent photographie, machin, ils trouvent dessus, ils comparent les cours. Et si j'achète ta formation, là, tu touches 50% et Udemy prend 50%. En gros, si c'est toi qui amènes l'audience, ils prennent 3%. Si c'est eux qui amènent l'audience, ils prennent 50%. C'est ça. Ce qui me semble plutôt faire parce qu'une grosse partie du boulot, c'est quand même d'amener l'audience. C'est sûr. Et après ça, il y a ce qu'ils appellent l'affiliation et la promotion. Donc en gros, si quelqu'un va sur le catalogue d'Udemy, trouve des formations intéressantes sur la photographie, qu'il a un blog sur la photographie, mais que lui n'a pas envie de faire de formation, il peut mettre en avant les formations des formateurs. Et nous, si quelqu'un achète via ce programme d'affiliation, nous on touche 25%, Udemy 25% et l'affilié 50%. Ouais, ça commence à plus faire beaucoup là. C'est ça. Alors ça fait plus beaucoup, mais ce qui est super intéressant... L'affilié 50%, donc en tant qu'affilié, c'est plutôt intéressant en fait, de vendre des formations. Je crois que j'aurais peut-être une bêtise, peut-être l'inverse, peut-être 50% pour Udemy et peut-être 25% pour l'affilié. Je crois qu'il faut que je vérifie. En tout cas, nous on touche 25%. Ça m'étonnerait pas que ce soit 50% pour Udemy, 25% pour toi et 25% pour l'affilié. Ouais, je pense que c'est peut-être plus comme ça. Y a moyen. Et ce qui reste plutôt pas mal pour l'affilié en soi. Parce que oui, lui, il fait juste que de la mise en relation. Et au final, c'est assez facile de vendre sur une formation Udemy parce que t'as déjà toute la page de vente qui est faite, tout le contenu, enfin tout déjà fait. C'est juste à coller un lien, quoi, et en parler 2 minutes dans ta vidéo. Il se passe quoi si tu respectes pas les codes ? Tu m'as dit qu'il y avait des codes à respecter sur Udemy. Si tu respectes pas les codes, tu risques de pas être mis en avant. Et en fait, si t'es pas mis en avant, t'as pas de visibilité, quoi. Donc, en gros, c'est Udemy qui va juger ta formation ou il va regarder les premiers commentaires, par exemple, et en fonction de ça, il va te mettre en avant ou pas ? Alors, c'est tout automatisé. Donc, en fait, c'est quasiment basé que sur des algorithmes. Donc, si par exemple, globalement, il y a des indicateurs qui vont être super importants. Le premier, ça va être, en gros, ce qui fait que tu montes bien dans les résultats de recherche, ça va être tes mots-clés, forcément. Ça va être ton nombre d'inscrits, ta notation moyenne, parce qu'en fait les étudiants peuvent noter ta formation et ça c'est super important de le dire parce que si par exemple je pense qu'il y a peut-être plein de marketeurs qui font des formations, t'as des gens ils sont pas satisfaits, la personne elle peut choisir de les mettre ou non sur la page de vente les commentaires, parce que là sur Udemy on peut pas choisir, c'est-à-dire que les gens mettent des commentaires, enfin ils ont regardé peut-être une vidéo, il y a un gage de confiance qui est plus important du coup. C'est ça, donc c'est un peu un Amazon on va dire des formations en ligne. Ok, je comprends. Donc Et pourquoi tu t'es dit, allez, alors que tu avais déjà une audience, pourquoi tu t'es dit, tiens, je vais aller sur Udemy, respecter ces règles contraignantes, m'afficher comme ça sur cette place publique sur laquelle j'ai pas le contrôle, alors que tu aurais pu, avec ton audience, te faire un petit sales ou un petit podia et puis vendre tes trucs de ton côté, quoi. Là, en fait, pour moi, il y a je vais dire 3 arguments. Le premier, c'est que déjà, j'ai toute l'audience d'Udemy. Donc, en fait, en me posant mes formations sur Udemy, tu as tout le trafic des Udemy organiques qui me connaissent pas, donc qui me connaissent pas, qui savent pas
peut-être qu'ils connaissent pas ce que je propose, etc. Ça représente quel pourcentage des ventes, ça, à peu près? Alors pour donner des chiffres, par exemple, je crois que mon meilleur mois, j'ai dû le faire il y a 2 ou 3 mois, je vais faire $2100, donc en euros, ça ferait 1800 €. Et après, tu enlèves les charges de cotisation. Donc auto-entrepreneur, là, je suis à 11% avec l'ACRE. Donc on va dire 1700 € quoi. Donc sur ces 1700 €, j'avais à peu près, enfin en tout cas de mes promotions à moi, donc moi qui est mon trafic à moi, j'ai dû faire 300 €. Donc c'est ridicule. En fait, quand tu compares 300 € par rapport à 1700, c'est infime. Tu veux dire, attends, j'ai pas compris. Donc en gros, il y a que 300 comment dire, 1700 € de vente. C'est ça. Toi, t'as récupéré 300 €. Ah non, en fait, il y a eu 1700 € de gains que j'ai gagnés. Et sur ces 1700 € que j'ai gagnés, il y a 300 € qui proviennent de mon effort de promotion. Donc d'accord, j'ai fait une promotion, j'ai lancé un nouveau produit, etc. Et sur ces 1700, je vais avoir à peu près les 2/3 des 1700, donc on va dire 900 000 à peu près, qui vont être de Udemy organique. Et après, le reste, ça va être Udemy affiliation et Udemy programme partenaire. Et donc ça, en fait, en gros, on pourrait se dire, ils nous donnent que 25% et que 50%, mais au final, ces 50 et ces 25% représentent quasiment 80% de mes revenus, tu vois. Je comprends. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc ça veut dire que, parce qu'il y a un peu deux types de profils. Il y a les gens qui sont des bons marketeurs, et qui détestent faire des formations, et puis il y a des gens qui sont à l'aise avec la création de formations, c'est des bons pédagogues, mais qui détestent le marketing. Et ça veut dire qu'il y a, grâce à des plateformes comme Udemy, une personne par exemple qui est bon marketeur, qui aime bien faire des vidéos, générer de l'audience et tout, mais ça saoule de faire des formations, peut vendre des formations des autres, simplement elle touchera une commission réduite, 25%. Et si, à l'inverse, t'es un bon pédagogue, t'adores créer des formations, mais les vendre, c'est pas ton truc, tu peux faire confiance à Udemy pour s'en occuper à ta place. C'est ça. Et alors, ce qui est vraiment génial, en tout cas, moi j'adore cette plateforme parce que je la survends, je la trouve vraiment géniale, surtout pour les gens qui débutent et qui ont pas d'audience et qui n'ont pas envie de faire du marketing en fait, parce que des fois c'est pas notre métier, on a juste envie de partager. Et l'avantage c'est que Udemy en fait donne un cadre. Donc déjà c'est totalement gratuit, ça aussi je précise par rapport à peut-être d'autres produits comme System.io, Sales ou d'autres produits où là faut payer un abonnement souvent, ou Podia, payer un abonnement, etc. Là c'est totalement gratuit, tu peux héberger autant de formations que tu veux, t'es pas limité en taille de fichier, en nombre de n'importe quoi en fait. Donc c'est vraiment génial. Podia c'est limité aussi. C'est illimité aussi. Ouais, mais tu payes 39 € par mois. Ouais, faut que j'arrête de faire ça parce qu'ils ont pas accepté que je prenne des parts. Enfin, ils voulaient bien que je prenne des parts, mais c'était juste sous forme de prêt et pas. Ah ouais. Ils voulaient prendre des parts de la boîte, tu vois, mais ça s'est pas fait. Ils sont pas encore cotés en bourse. Mais je continuerai quand même à leur faire la pub parce que pour moi c'est les meilleurs. Ouais, c'est sûr. C'est un très très bon produit. En tout cas, très simple d'utilisation, donc c'est super. C'est le Apple de l'hébergement de formation. À voir du coup à comparer avec Udemy, mais. Udemy c'est différent, c'est le Amazon. Ouais, c'est ça. C'est genre. Mais très facile à mettre en ligne. Ouais, c'est genre t'as pas le choix de l'utiliser parce que tout le monde est dessus, et en même temps t'es sans arrêt en guerre avec parce qu'ils prennent des commissions, parce qu'ils ajoutent des règles, etc. Exactement. Moi personnellement, à un moment j'avais réfléchi à mettre des formations sur Udemy. J'ai voulu mettre une formation déjà dès le début, ils m'ont saoulé parce qu'ils m'ont dit il faut au moins 6 modules. Ma formation elle faisait 4 modules, tu vois. Ah ouais. Donc je me dis s'il faut que je commence à découper des modules, et puis moi je respecte pas les codes parce que mes formations elles sont je parle comme si je parlais à un pote, je fais des erreurs, elles sont très brutes. Et donc elles sont pas assez longues probablement pour Udemy. Et en plus, c'est vraiment des formations d'insider, c'est-à-dire c'est des formations que je pense je peux vendre que à mon audience parce que c'est des gens qui me connaissent. C'est pas je vois pas trop comment je pourrais vendre ça à des gens qui ont jamais entendu parler de moi ni d'Avenida, non. C'est ça. Et donc pour moi, ça me correspond pas. Mais je pense que ça correspond et il faut pas le voir comme une menace aussi. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui sont là, Udemy va tous nous bouffer. Non, mais attends, tu plaisantes. À partir du moment où tu as une audience, où tu as une relation de confiance avec ton audience, on s'en fout de Udemy. Enfin, tu vois, si tu as une relation la formation, c'est pas du papier toilette, c'est pas une commodité. C'est un truc qu'on achète parce qu'on a envie de se former avec une personne. Ce qui compte, c'est le formateur. Et donc, si une personne décide, tiens, je vais me former en montage vidéo, là, elle va aller sur Udemy, elle va taper montage vidéo. Mais si une personne te découvre par un autre moyen, qu'elle accroche à ta philosophie, à tes idées, à ta personnalité, et que tu lui proposes une formation sur un truc qu'elle a jamais vu ailleurs et qui l'attende vachement, à aucun moment elle va se dire tiens, je vais aller chercher l'équivalent sur Udemy. Donc on fait pas des commodités, on fait c'est comme des artistes qui font de la musique. Une musique, tu vas pas aller chercher une musique sur, je sais pas, tu vas pas remplacer une musique par une autre parce que la plateforme est meilleure. Oui, tout à fait. Tu vas écouter les musiques que tu as envie d'écouter. C'est pareil avec tous les produits. Tu compares un Samsung machin ou un OnePlus qui va avoir 58 Go de RAM. Ok, mais je veux dire,
t'es bien avec ton Apple, qui te fait, t'as tout ton confort dessus. Donc ouais, c'est vraiment une question de personnalité par rapport, je pense, aux formateurs, à ce qu'ils te proposent et à la valeur aussi qu'ils te proposent. Je pense que t'as des formations sur Udemy qui vont te proposer aussi des bonnes valeurs, mais qui vont aussi, en gros, tu vas avoir d'autres contraintes. Par exemple, tu vas à une formation qui va faire 20 heures, t'as pas envie de te taper 20 heures de formation pour un sujet précis, par exemple sur de la crypto-monnaie, un truc comme ça, tu vois. Moi, je peux pas, je comprends pas les gens qui font une formation qui dure 20 heures. Genre, moi, je suis 1 heure, 2 heures grand maximum de formation. Après, il faut que j'ai tout compris, tu vois. Mais si j'en suis qu'à 10% du truc, c'est mort, quoi. Ouais, mais ils arrivent à bien gamifier le truc. Ils te font, t'as passé 3 étapes, machin. Toi, tu te formes sur Udemy? Je devrais pas le dire, mais en fait, pas trop. En fait, non, pas trop. Pourquoi tu devrais pas le dire? Parce que je dirais que je suis un peu un grand fervent, enfin, je suis un grand promoteur de Udemy, quoi. Donc, je devrais plutôt en faire la promotion. Enfin, j'en fais vachement la promotion. Mais c'est vrai qu'en tant que consommateur, j'y vais pas. Je pense que c'est parce que, en ce moment, j'ai pas spécialement de sujets sur lesquels j'ai envie de me former. Donc, du coup, même de manière générale, il n'y a pas beaucoup de formations en ce moment pour lesquelles je donne beaucoup de mon temps, quoi. Donc là, on va dire que vraiment mon attention, c'est plus sur la création. Et en fait, je pense que c'est un peu, pour tous ceux qui sont formateurs, je pense que c'est plutôt ça qui est intéressant, c'est de passer plus de temps à produire qu'à consommer. Et voilà, c'est ça que... J'ai une autre question aussi sur Udemy. Est-ce que Udemy, c'est plutôt fait pour les gens qui veulent tirer un salaire et être indépendants avec leur activité? Ou est-ce que tu as des stars aussi sur Udemy qui font genre des centaines de milliers d'euros tous les mois avec leur formation? Ah ouais, t'as les deux. T'as des gens, ils vont juste poser leur formation, qui vont jamais décoller parce que des fois la qualité est mauvaise ou le sujet est pas intéressant. T'as des gens, ils vont faire ça pour créer un revenu complémentaire. Donc moi au début c'était mon cas. Et puis au final, ça s'est transformé en limite en un salaire. Parce que Est-ce que tu penses que tu pourrais, en continuant ce que tu fais, atteindre des dizaines de milliers d'euros par mois, voire 100 000 euros par mois par exemple? Je pense que c'est encore un peu compliqué parce que ça dépend parce que déjà moi je suis que sur le marché français. Donc le marché français, il y a des top formateurs français qui font donc on va compter pas en quelques dizaines de milliers d'euros, mais en une ou deux dizaines de milliers d'euros, quoi. Donc là sur les top français actuellement sur Udemy. Mais les Américains, ils font des trucs de ouf, quoi. T'as un Américain qui s'appelle Phil Ebiner, qui lui a 1 900 000 étudiants. En gros, je vois à chaque fois quand tu vas sur le Udemy américain, là, t'en prends plein la gueule. Et tu te dis, mais j'arrête tout, en fait, si je me mets sur Udemy, quoi. C'est pas possible. Et en plus, en fait, c'est 1 million d'élèves. Ouais. Ça veut dire que imaginons qu'ils gagnent 10 balles pour chaque produit. Alors, j'ai fait les stats. Vas-y. Si t'as fait les calculs. J'ai fait les calculs et en ggros, alors moi, sur mon audience à moi, de manière générale, j'ai tout moyenné. Un étudiant me rapporte à peu près $4,50, on va dire. Donc en euros, 4 euros. Ouais. Et tu les vends combien de tes formations? Alors, je les vends, en gros, moi je les mets à Udemy et Udemy gère le prix. Mais si tu les vendais cher, tu serais riche. Hein. Ouais, mais après, il faut les vendre au volume, quoi. Ouais. Donc Udemy t'apporte beaucoup de volume, ça, c'est l'avantage. Et donc ils font des promos, en gros ils les vendent à $10. Quoi. Ouais, c'est ça. En fait, en général, tu vends entre 10 et 20, mais c'est très souvent entre 10 et 14, quoi. Donc, il n'y a jamais de formation sur Udemy vendue genre $100, 200? J'ai dû faire peut-être 2 ventes sur 2 ans, à 200 euros. Et si tu regardes tes concurrents ou d'autres personnes, il n'y a personne qui vend des formations dans ces prix-là qui marchent? Quasiment tous les formateurs, en tout cas FR et même américains, s'inscrivent dans le programme partenaire parce qu'en fait tout le monde s'y inscrit. Donc s'il y a quelqu'un qui s'y inscrit pas, tu vas avoir une formation sur Photoshop, tu vas avoir 5 formations et t'en as une qui est à 200 euros, toutes les autres sont à 10 euros, tu vas pas l'acheter celle à 200. Je suppose que très vite en fait, c'est un peu le problème de la marketplace, c'est que tout le monde est au même endroit. Et donc du coup, il y a forcément une guerre des prix qui s'installe à un moment ou à un autre. Ouais. Si tu peux pas te différencier par autre chose que par ça, et c'est un peu le problème aussi de ces plateformes, c'est que t'as pas le temps justement de nouer une relation avec l'audience, comme tu peux le faire ailleurs, et donc t'es un peu dépendant de cette guerre des prix-là. Tout à fait. Mais après, il y a aussi d'autres effets qui viennent se couler. Mais t'as le volume ça. En face. Il y a le volume. Et puis surtout, quand par exemple un étudiant veut se former sur Photoshop, typiquement, en général, il va pas acheter un seul cours, mais il va acheter un pack de 3 cours. Donc en fait, les 3 meilleurs cours. Et du coup, ça fait que il va peut-être dépenser 30 euros. Mais au final, ça va répartir sur les différents formateurs. Donc c'est assez sympa et intéressant comme truc, quoi. Donc au final, moi je trouve que ça me plairait pas du tout que le mec partage son argent entre moi et les autres formateurs. T'imagines, il y a tous tes concurrents qui sont là, allez on partage. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est que tu partages vraiment ta visibilité avec tout le monde, quoi. Et mais donc ça, on a bien compris, ça a des avantages et des inconvénients, ça correspond à un certain type de personnalité, ça correspond à un certain type de façon de travailler aussi, j'imagine. Donc, vas-y, termine ta phrase, je suis un peu coupé. En gros, c'est juste pour dire que ceux qui se posent la question, est-ce que Udemy c'est fait pour moi ? Moi, je pense que c'est des personnes qui
n'aiment pas vendre, qui n'aiment pas faire du marketing, qui veulent juste créer du contenu et pas se prendre la tête. Sur Udemy, vous créez votre section, vous créez votre session, vous écrivez, vous faites votre vidéo, tout ça. C'est simple, vous uploadez votre vidéo, etc. En prérequis, il faut juste savoir qu'il faut faire en gros des vidéos de qualité, donc c'est-à-dire qualité surtout vidéo, parce que si vous avez un mauvais son, le son c'est vraiment primordial, quoi. Donc s'il y a un mauvais son, en général, c'est ce qui va ressortir dans les commentaires des étudiants. Et ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va arriver. C'est-à-dire que vous allez faire des ventes, c'est quasiment certain. Il y a une personne dans ma classe qui, lui, avait vraiment 0 audience, et il a même lancé ses premières formations sur Udemy. Il en a 3 ou 4 à l'heure actuelle, avec de manière objective, une qualité qui est pas incroyable. Le son est pas ouf, c'est un micro qui est pas ce genre de micro. Et pourtant, là, actuellement, donc il s'est lancé en novembre dernier, donc ça doit faire peut-être 7-8 mois. Il a fait un mois à $500 et je trouvais ça et là il a pas fait de vente, il a pas fait de marketing il y a un mois, donc avec combien de produits? Avec 4 formations. Ok. Après c'est sur il y a aussi, il faut savoir, c'est que sur Udemy il y a des sujets chauds, des topics très hot. Par exemple, tout ce qui va être développement informatique, ça c'est un sujet qui marche très très bien. Tout ce qui va être compétences techniques, donc apprendre d'un logiciel, Photoshop, Excel, n'importe quoi. Et après, pour tout ce qui va être compétences, on va dire, comme tu dis, outsider, je pense que le volume va vachement diminuer, mais peut rester toujours intéressant. En tout cas, ça a un effet très passif du coup. Et c'est ce que j'aime bien. Tu vois, par exemple, pour le coup, Udemy, ça doit faire peut-être 4 ou 5 mois que j'ai pas touché, on va dire de manière publique, c'est-à-dire que j'ai pas sorti de nouveaux produits ou quoi que ce soit. Et je continue à faire plus d'un SMIC par mois, donc c'est plutôt cool. Et est-ce que quand tu lances une formation sur Udemy, elle se vend pendant longtemps? Ou pas? Et ben c'est ça que j'adore, parce que Udemy ne va pas arrêter de te mettre en avant parce que la date est passée, quoi. En fait, sur Udemy, quand tu as un cours, en fait il va mettre la date, ça va être la date de dernière mise à jour. Donc t'as qu'à rajouter une nouvelle vidéo, hop, la date de dernière mise à jour c'est 2020 en août, etc. L'astuce. C'est très pratique. Ok. Et donc d'ailleurs c'est assez déroutant parce que j'ai créé une formation qui s'appelait Devenir web designer il y a quasiment 2 ans maintenant, et qui se vend plus maintenant qu'il y a 2 ans. Et du coup, c'est cette courbe un peu comme une vidéo YouTube, en fait. Elle peut gagner en poids et se référencer de mieux en mieux avec le temps. Exactement. Et en fait, c'est exactement cet effet-là que je recherchais. C'est que moi, je voulais soit une courbe qui fasse soit linéaire, ou alors un peu descendant. Je peux comprendre l'effet. Mais là, la courbe, elle est comme ça, quoi. Elle est vraiment croissante. Et donc ce qui est intéressant, c'est que une fois que tu as mis le truc en ligne, en fait, tu n'as plus rien à faire. C'est ça. En fait, ça se vend tout seul. Il y a du marketing qui est fait par des gens qui le font à ta place, tu vois. Tu as le SEO qui monte. Et en fait, tu pourrais limite arrêter de bosser et partir en vacances là pendant 2 mois. Tu reviens et tu pourras faire quasiment le même chiffre d'affaires que ce que tu fais depuis plusieurs mois. Totalement, ouais. Okay. Et parce qu'en fait, plus ça va, plus le cours va créer va se construire de la preuve sociale. Et en fait, c'est vraiment un des piliers fondamentaux sur Udemy, c'est la preuve sociale, c'est le fait d'avoir des bons commentaires, d'avoir une bonne note sur 5 et d'avoir beaucoup d'étudiants. En fait, une fois qu'on a construit ces trois piliers, globalement, le cours est très très bien lancé. Et il y a peu de chances qu'il s'arrête, quoi. À part le fait que au niveau de la qualité vidéo, au niveau de la date des vidéos, ça diminue, donc les gens se disent ah ouais, mais c'est un vieux logiciel, mais c'est très rare, quoi. Et du coup, avec tout ça, est-ce que tu t'es quand même dit que tu allais mettre des efforts sur la création d'une audience personnelle? Ouais, et là, c'est tout l'enjeu de... Attends, une dernière question juste avant, parce que après, je vais oublier. Tu récupères pas aucun fichier client? Très, très bonne question. Ouais, en fait, on récupère rien du tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est normal, ça m'étonne pas du tout, mais en même temps, tu peux pas recontacter tes clients, et ça veut dire qu'ils appartiennent à Udemy. Exactement. C'est pas tes clients, c'est les clients de Udemy. Ouais. Exactement. Alors, il y a des petites techniques. Il y a les formateurs américains qui ont des petites techniques. Ça va être, par exemple, ils vont faire la promotion de leur chaîne YouTube. En fait, on a le droit sur Udemy de faire la promotion par email. En gros, sur la plateforme, on peut envoyer un email, mais c'est Udemy qui envoie l'email. Donc, en fait, t'as pas accès aux mails des gens. Et tu peux envoyer des ressources gratuites. Donc ça peut être le lien vers ta chaîne YouTube, vers une newsletter ou un truc comme ça, mais pas vers des contenus payants. Donc tu peux pas leur présenter un événement. Donc tu peux quand même envoyer un lien aux gens en leur disant abonnez-vous à ma newsletter. Mais évidemment, sur tous les gens qui ont acheté tes formations, seule minorité va cliquer, j'imagine. Ouais, alors j'ai juste une bêtise sur la newsletter. En fait, t'as pas le droit de faire directement une newsletter. Tu peux faire vers un article qui parle d'une newsletter. Parce que si tu demandes une newsletter, en gros, ça demande une action de l'utilisateur. Et en gros, Udemy n'aime pas ça. En gros, c'est comme si tu demandais c'est quoi votre numéro de carte bancaire, quoi. Bon, peut-être pas en abuser, mais je vais peut-être pas abuser, mais un peu ça, quoi. Donc c'est pas autorisé. C'est des bolcheviks. Mais ouais. Ok, bon, je comprends. Tu me disais, on était parti sur un autre sujet. Ouais, donc l'audience, est-ce que je voulais essayer de créer une audience en dehors de ça?
En fait, c'est bizarre. C'est vrai que bizarre cet effet parce que, en fait, j'ai un truc qui marche et tu te dis, bah, là, j'ai déjà l'effet boule de neige qui a déjà bien monté. En fait, je crée une formation de plus. Je leur fais la promotion à mon audience Udemy qui est déjà là. Bah, je refais encore plus. Enfin, en gros, la boule de neige, elle peut grossir tellement plus vite maintenant qu'avant. Et c'est bizarre, c'est parce que j'ai pas spécialement envie de le faire, tu vois. Genre là, j'ai Udemy qui tourne, je me dis, bah c'est bien, mais maintenant j'aimerais créer ma petite audience à moi, pouvoir faire ce que je veux faire. Et moi, typiquement, bah. Ça te laisse le temps, en fait, de le faire. C'est ça. Ouais, là, du coup, j'ai zéro pression, tu vois. Je me dis pas, il faut que je rende du cash, genre ce mois-ci ou le mois prochain. Intéressant, ouais. Et donc là, je peux prendre le temps de travailler sur ce que je veux faire et tout ça. Donc là, actuellement, j'ai un projet, où moi, mon projet, c'est d'aider les développeurs qui sont mauvais en design à créer de jolis sites web, à créer de jolies interfaces. En freelance? Ou alors, ils peuvent être freelance ou ils peuvent juste être... Je veux dire, toi, du coup, tu les aiderais en one-to-one, tu ferais du service? Non, du tout. Comme en gros, la comme formation, la formation. toujours, ok. C'est ça, même cursus. Donc, alors, soit formation, soit un format différent, par exemple des e-books, donc où c'est genre des tips très, très clairs, tu vois. Parce que les développeurs, ils n'ont pas le temps, tu vois. Donc, il faut que ce soit simple, clair, concis. Et la chaîne, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Atlas Design. Ok. Et alors de base, en fait, c'est que j'ai fait une erreur, c'est qu'au début, je me suis dit, vas-y, je vais apprendre aux gens à faire des jolis sites web, tu vois. Ouais. Et en fait, mon audience était trop large, et en fait, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir vendre comme produit, tout ça, je sais pas à qui m'adresser, etc. Et en fait, j'ai commencé à suivre les formations de Marketing Mania sur comment cibler son audience, etc. Il fallait dire Antoine même. C'est ça, je me suis trompé. Allez, on la refait. Non, je suis les formations de tout le monde, bien sûr. Mais c'est vrai que je match bien avec sa manière de penser, ça m'étonne pas parce que t'es carré, rigoureux, très carré, droit au but, efficace. J'ai envie d'écrire une page de vente et qu'elle marche pendant 2 ans, tu vois. Okay, j'ai envie de faire ça. Et donc là, j'essaie de créer donc mon persona, à qui je veux m'adresser, etc. Et donc là, je me suis dit, voilà, mon audience, elle est trop large. Tout le monde, je peux pas m'adresser à tout le monde. Donc maintenant, je m'adresse qu'aux développeurs, donc qu'à ceux qui créent des sites internet et qui sont mauvais en design. Donc soit ceux qui veulent apprendre à créer de jolis sites web, ou ceux qui en ont marre de pas savoir le faire, tu vois. C'est pas con, ça. C'est une bonne thématique. Parce que tu t'adresses à des gens qui ont de fortes chances de rentrer dans la cible. À mon avis, il y a beaucoup de développeurs qui sont pas bons en design et inversement. Exactement, ouais. Et pourtant qui ont besoin d'être bons en design dans certains cas parce que ça va de pair en fait. Tu vois, quand tu développes, il y a toujours une partie design. C'est ça. Et puis même en gros, comme je suis en école d'informatique, je vois plein de gens dans ma classe qui, clairement, ils sont pas bons en design. Tu t'es inspiré aussi de ton entourage, gens que tu voyais, des problèmes que tu voyais chez ton entourage. C'est ça, ouais. Okay. Ouais, en fait, tu constates, tu vois, en fait, ils disent, ah, c'est pas beau, ben c'est pas grave, tout ça. Tu leur dis, mais non, tu peux faire ça, tout ça. Ils font, ah ouais, c'est cool. Et donc, après, dès que t'as ça, tu dis, ah, ben c'est ce tips-là qu'il faudrait que je mette dans un produit payant, ou dans une vidéo YouTube, ou dans un contenu, n'importe quoi. Et du coup, c'est tout l'objet de ce projet-là que je fais, quoi. Ok, et là, tu voudrais aussi faire des formations sur Udemy pour ça? Là, je vais essayer de tout, justement, de faire. En fait, j'ai envie de tester les deux. J'ai envie de tester. Donc là, j'ai testé Udemy. Je sais que ça marche. Comme ça te laisse du temps, en parallèle, tu montes un business plus chez toi. Exactement. Et tu vois, au bout d'un moment, tu vas voir ce qui marche le mieux, quoi. Exactement. Et puis, si je vois qu'en montant les prix, que je fais pas de vente, je me dirais, bon, ok, c'est pas mon truc, c'est pas mon... Voilà, je reviens sur Udemy et je resterai sur Udemy, quoi. Okay. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu un effet de peur. Tu dis, Udemy, s'ils font une mise à jour et que ça marche pas... C'est ça, YouTube, honnêtement, tu m'aurais dit que tu laissais tomber de te construire une audience. Moi, je t'aurais vraiment recommandé de t'en occuper toujours parce que c'est le seul moyen de se construire une audience, c'est la seule sécurité, tu vois, aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que Udemy, demain, ils peuvent être concurrencés, par exemple, par un site qui va les exploser, où les règles sont nouvelles, où il faut tout recommencer. Ils peuvent te virer du site du jour au lendemain. Si à un moment, tu fais une connerie ou tu respectes pas une règle ou j'en sais rien, tu vois. Ils peuvent te déréférencer tes formations. C'est comme Google, hein, ils sont tout puissants, tu vois, une fois que t'es dessus. Et le fait d'avoir son audience, c'est un peu comme avoir sa mailing list quand t'es sur YouTube. C'est-à-dire quand t'es sur YouTube et que tu fais confiance à YouTube pour conserver ton audience, encore une fois, ton audience, elle appartient à YouTube. T'es sur la plateforme de YouTube. YouTube peut te virer du jour au lendemain et il l'a fait déjà pour plein de gens. Il peut te striker si tu te plantes sur une musique ou je sais pas quoi. C'est hyper tendu. Il peut déréférencer complètement tes vidéos. Moi, j'ai 130 000 abonnés. Je fais 3 000, 4 000 vues par vidéo, tu vois. Ouais. Mon audience, elle n'existe pas. Les 130 000 personnes, je sais pas où ils sont, tu vois. Ouais. Par contre, sur ma mailing list, c'est des gens que je peux contacter directement. Je fais 7 000 à 10 000 ouvertures par mail, tu vois. Et ça vend à un max.
Et donc là, j'ai vraiment le sentiment que c'est mon audience. C'est pas l'audience de Mailchimp, parce que cette liste email, je peux l'exporter et puis la réimporter dans n'importe quel autorépondeur quand je veux. Ouais, je vois, d'accord. Donc là, tu es en contact direct avec les personnes. Donc c'est pareil pour toi, tu vois. Heureusement que tu crées ton audience à côté, parce que si demain tu as un problème avec Udemy, c'est avec ton audience que tu pourras construire quelque chose de nouveau. Et puis ça permet aussi de créer une relation long terme. Si un jour tu vends des produits plus chers, si un jour tu fais du coaching, si un jour tu organises des conférences, n'importe quoi, tu as envie de t'amuser un peu, d'explorer, cette audience, elle pourra te suivre dans tes projets, te soutenir, etc. Ça a énormément de valeur. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, là, ce que je fais, je pourrais pas le faire si j'avais pas d'audience, tu vois. C'est ce qui est vraiment dur, je trouve, quand on sort d'un cadre, en fait, par exemple du cadre d'Udemy, justement, c'est qu'on est codifié, quoi. On est codifié à comment faire une formation. Donc moi, j'ai appris à faire une formation Udemy, mais pas à faire des formations autres. Donc par exemple, le fait de baisser ma qualité, ça c'est étrange, mais du coup là, je me sens obligé de baisser ma qualité vidéo parce que des fois, je me mettais trop la pression pour sortir une nouvelle formation. Justement, j'ai créé j'ai voulu faire une mise à jour d'une vieille formation. J'ai des formation formations là-dessus, si tu veux. Ah ouais, sur arrêter de se prendre la tête. Et sortir une formation, la coucher en 2 jours. Mais du coup, elle marcherait pas pour Udemy, je pense. Parce que, non, pas du tout. C'est pour faire des formations anti-Udemy. Des formations qui peuvent très très bien se vendre. Que tu vends à ton audience, du coup. Exactement. Parce que du coup, tu te focuses pas sur la qualité, mais sur le message, sur le fond. Alors après, la qualité, c'est un bien grand mot. Moi, je considère que c'est de la qualité. Mais c'est sûr que si tu cherches une qualité visuelle parfaite, une qualité auditive parfaite, par un mot de travers, etc., faut pas suivre mes formations, tu vois. Mais c'est de la qualité dans le sens où je pense que je vends des méthodes que les gens ne trouveront pas ailleurs. C'est pas je pense. La plupart des méthodes, je les invente. Donc je sais qu'ils les trouveront pas ailleurs. Donc c'est dans le fond. Donc c'est une autre façon, en fait, de faire les choses. C'est de te dire, je capitalise sur tout ce que j'ai appris de mon expérience de, je sais pas, 4 ans, 5 ans, 10 ans, depuis que je fais ce métier, et je sors des formations avec de nouvelles méthodes. Plutôt que se dire, j'essaie de rassembler un maximum de techniques qui peuvent être enseignées par d'autres gens, parce que c'est des tutoriels, en fait, et je fais ça de manière le plus propre possible. Alors les deux se valent, et d'ailleurs c'est beaucoup plus de boulot de faire des formations Udemy, je pense. Mais ça marche aussi, en fait, cette méthode-là, et ça permet aussi d'accoucher de sa formation beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, sans toute la douleur qu'il peut y avoir à créer une formation. C'est ça, parce que ça, faut le dire, hein, c'est très, très, comme tu dis, très douloureux. Quand tu crées une formation, tu passes vachement d'énergie, tu dis, j'aimerais vraiment arriver à ce résultat-là. En fait, tu te montes tu te montes en l'air, en fait, dans ta tête, tu vois, tu te dis, putain, j'ai envie d'avoir un truc de ouf et tout. Et en fait, tu vois tout le temps que ça te prend, toute l'énergie que ça te prend, et c'est juste infâme. Et donc, en fait, moi, en tout cas, j'ai vraiment la sensation d'être obligé de baisser ma qualité. Donc, moi, par exemple, qualité vidéo, ça va être, au lieu avant de faire du montage, en gros, à un moment, je faisais pas de montage. Je me suis dit, vas-y, je vais commencer à me rajouter l'étape de montage en rajoutant des cuts pour enlever les blancs, etc. En fait, j'en suis rendu compte que je prenais vraiment 3-4 fois plus de temps et en plus d'énergie. Donc, c'est vraiment pire, quoi. Et donc là, je suis en train de faire tout ce travail de ok, qu'est-ce que je dois faire, comment je vais le faire, tout ça. Et donc là, maintenant, je sais que mes vidéos, je vais les faire sans montage. Et donc rien qu'en faisant ça, je me délègue d'un poids et en fait, tu démarres ta vidéo, tu la termines. Putain, quel soulagement. Tu te dis, ouais, j'ai produit, quoi. Comme tu dis, c'est le côté un peu genre artisan. T'as fait ton pain du jour, machin. Tu l'as fait simplement, quoi. Tu te prends pas la tête. Et du coup, c'est vraiment super dur de passer d'un format très strict et que tu te crées toi-même dans ta tête, hein, très strict et très gourmand en énergie, à un truc beaucoup plus light. Et après, tu as aussi ce syndrome un peu bizarre de l'imposteur, un peu, parce que tu te dis, j'ai créé des formations vraiment de qualité, tu vois, j'ai vraiment passé beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à faire ça, que je vends en 10 €. Donc tu dis, visiblement, c'est à peu près les prix, les gens achètent, voilà. Et puis ensuite, quand tu redescends en qualité, tu te dis, maintenant, je vais essayer de les vendre à 50 €. Tu te dis, c'est bizarre, est-ce que les gens vont vraiment acheter ? Parce que je vendais une formation à peu près similaire, qui durait 3 fois plus de temps à 10 €. Mais une des clés, honnêtement, moi, j'ai lancé plus de 130 formations, et ce que j'ai vraiment découvert avec le temps, c'est que les formations qui se vendent le mieux, c'est celles qui présentent des nouveautés ou des nouvelles méthodes. Si possible, des méthodes que tu as inventées ou que tu as adaptées, tu vois, mais des choses que les gens ne trouvent pas ailleurs et qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Et c'est vrai que la difficulté quand on fait des tutoriels techniques, par exemple tutoriel montage vidéo, c'est que c'est très difficile en fait d'arriver avec une nouvelle méthode. Tout a déjà été dit, le logiciel fonctionne d'une certaine manière et évidemment tu peux trouver des petits hacks pour aller un peu plus vite, etc. Mais ça va être limité. Et ce que toi tu peux faire peut-être dans ton projet de créer des formations à toi et les vendre plus cher et mettre moins d'efforts dans l'aspect visuel, c'est justement de te concentrer sur comment je pourrais proposer quelque chose de nouveau, des nouvelles méthodes que les gens n'ont pas vues ailleurs. Et moi je sais que d'expérience, quand je sors une formation sur une nouvelle méthode, surtout un truc que j'ai pu tester où les gens ont pu voir que ça marchait bien chez moi, ça cartonne justement parce que les gens se disent c'est peut-être le truc qui me manque. Alors que c'est vrai qu'une formation sur le montage vidéo,
Ils se disent, ok, j'ai besoin de connecter, que ce soit un mec intéressant et tout. Mais ils savent que si ça marche pas avec toi, ils pourront en suivre 10 autres et ils retrouveront des conseils similaires. En fait, en gros, la différence, par exemple, entre deux formations, on va dire Premiere Pro ou Photoshop, n'importe quoi, ça va être est-ce que la personne parle vraiment bien, fluide, etc. Du coup, les gens vont être plus concentrés sur la forme et sur ce jeu et sur la personnalité de la personne. Et ça, du coup, ça demande une énergie colossale. Alors que si tu compares, en effet, deux méthodes différentes, finalement, le fait que tu parles bien, etc., c'est pas si important que ça. Parce qu'il faut que tu sois pédagogue et que tu aies forcément une nouvelle méthode, quoi. Donc, c'est sûr que la valeur, ça porte dans ta nouveauté, quoi. C'est sûr. Et c'est jouable, hein. Inventer, ça paraît énorme, les gens, ça leur fait peur parfois, inventer de nouvelles méthodes, je vais jamais y arriver. Alors déjà, inventer de nouvelles méthodes, tu pars jamais de zéro, tu pars jamais d'une page blanche, tu pars toujours de quelque chose qui a déjà été fait par quelqu'un, les idées ne sortent jamais de nulle part, et t'ajoutes ta patte personnelle et tu l'adaptes. Souvent, le fait d'associer par exemple deux idées différentes, ça aide à inventer quelque chose de nouveau. J'en reviens à parler de faire des bébés avec les idées, tu vois. J'adore cette métaphore, c'est vrai, tu vois, tu mets deux idées ensemble, tu fais bébé, ça fait une nouvelle idée. Et en fait, c'est vraiment, parfois il suffit juste de se poser et de se dire, ok, mon audience, ils veulent tel objectif, mais ils ont tel obstacle. Comment est-ce que je pourrais imaginer quelque chose qui leur permet d'avoir tel objectif sans passer par tel obstacle? Tu prends des notes et puis au bout d'un moment, tu te retrouves avec des choses qui pourraient marcher, tu peux le tester, et si ça fonctionne, t'en fais une méthode en fait. Ouais, et après tu la nommes. Tu la nommes avec marqué TM. Ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, je posais la question, est-ce qu'on a le droit ou comment ça se passe? Ouais, alors tu peux pas par exemple mettre, tu sais, il y a le TM et puis il y a le sigle copyright. Ouais. Non, pas copyright, le sigle. Oui, le C ou le R. Le R, ouais, voilà. Ouais. Le R, il faut que tu aies déposé la marque à l'INPI. Il me semble que c'est ça, hein. Je suis pas juriste, mais il me semble que le R, il faut que tu aies déposé la marque à l'INPI, ce qui est possible, hein. Ça coûte 200 balles. Hein. Alors, faut être sûr un peu ouais, mais c'est bon, ça va, c'est déposé pour 10 ans, hein, pour 200 balles. C'est quand même pas mal, tu vois. Ah oui, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et moi, j'avais déposé, par exemple, Antoine BM, c'est déposé à l'INPI. Je pourrais mettre le R à côté. Bon, ça serait ridicule parce que c'est un nom, mais je pourrais mettre le R à côté. Et donc ça, il faut que tu l'aies déposé pour pouvoir mettre ça. Et le TM, ça veut juste dire trademark. Ça veut juste dire que tu considères ça comme un nom, c'est juste, voilà, t'as trouvé ce nom-là, tu le mets, n'importe qui peut l'utiliser. Il n'y a pas de valeur juridique. Non, il n'y a aucune valeur juridique, c'est juste du marketing. Okay. Ah, vrai que mais de toute façon, il faut se méfier parce que tout le monde est en train de l'utiliser en ce moment, et à un moment où ça aura été trop utilisé, ça va devenir un mème, un cliché, et à ce moment-là, il faudrait arrêter de l'utiliser. Donc moi, je recommande plus aux gens de le faire parce que je prévois là, dans 2-3 ans où les gens l'auront trop fait, donc faut toujours avoir un temps d'avance dans le marketing. Ouais. Et du coup, donc toi, ton nom, comme il est déposé, en gros, si quelqu'un l'utilise, en gros, il n'a pas le droit de l'utiliser ou comment ça se passe? Non, il n'a pas le droit. Je peux l'attaquer en justice. Ah oui, c'est si, par exemple, il vend un produit sous le nom d'Antoine BM, par exemple. Même s'il ne vend pas de produit, il n'a pas le droit. C'est considéré comme une œuvre, c'est comme une marque déposée ou comme une œuvre déposée, t'as pas le droit de la réutiliser. Ok, mais genre par exemple, je me pose la question par exemple... Si tu fais une vidéo YouTube et que tu marques mon avis sur Antoine BM, on s'en fout. Tu vois, je veux dire techniquement, tu pourrais. C'est un peu comme par exemple pour YouTube en gros. En vrai c'est compliqué quand même parce qu'Internet... Oui, je crois que techniquement tu pourrais faire non, parce que je pense que la personne a le droit de l'utiliser, ça dépend. Si elle dit du mal, probablement pas. Ah oui, c'est si je sais qu'à l'époque des super lancements, il y avait un gars qui avait déposé la marque lancement orchestré et que tous les mecs qui ont commencé à dire que c'était de la merde se sont pris un procès au cul. Et donc du coup il fallait employer d'autres mots parce que c'était de la merde, il fallait du coup dire que c'était des super lancements ou des méga lancements, etc. Parce que le mec était, en fait son business c'était d'attaquer les gens, tu vois. Ça c'est marrant ça. Ouais. Et donc faut faire gaffe à ce truc là en fait il y a des gens qui t'attaquent super facilement, notamment des mecs qui ont un business en ligne, et il faut faire attention. Si tu fais une vidéo par exemple sur quelqu'un en disant que c'est de la merde, tout le monde fait ça sur YouTube et du coup on peut penser que c'est légal, mais à partir du moment où la personne c'est une marque, elle peut avoir des avocats, elle peut se défendre, elle peut t'attaquer, et toi si t'es un petit youtubeur tu peux vraiment te retrouver dans la merde. Il y a des histoires sordides avec ça. Je pense qu'il faut utiliser les bons mots, faut pas diffamer comme il faut faire gaffe, c'est toujours une histoire de mots, c'est-à-dire si tu dis machin est un connard, c'est hyper facile de t'attaquer. Le mec va porter, il n'y a même pas besoin d'avocat, il va porter plainte, c'est bon, t'es niqué. Par contre, si tu dis je suis pas fan de sa formation, ou si tu dis dans sa formation est trop courte, ou sa formation ne dure que 10 minutes, ou sa formation il n'y a pas de vidéo et ça me saoule, c'est des faits et le mec peut pas t'attaquer pour ça. Ok.
Donc faut être prudent. Juste un mot, faut être vraiment prudent avec, notamment avec les mecs du web dans le milieu du business et tout. Ils ont l'avocat facile. Ils ont donc faites attention à Antoine BM, parce qu'il a déposé Antoine BM. Alors moi, tu vois, si c'est un gars qui dit mon avis sur les formations, je m'en fous. Par contre, il y a des trucs, moi je me laisse pas faire. Par exemple, il est arrivé qu'un gars revende des formations à moi sous le manteau. Et alors, il a vraiment pas été malin. C'est qu'il est allé voir un de mes meilleurs potes sur Facebook et il l'a contacté pour lui proposer des formations à moi. Il est pas malin. Alors je précise qu'en plus ce pote il en avait rien à foutre de mes formations. Vraiment, c'est un pote qui a rien à voir avec ça, tu vois. Et donc évidemment mon pote il me l'a dit et donc ce qu'on a fait c'est qu'on lui a envoyé un huissier qui a sonné chez sa mère à 9h du matin parce qu'il vivait chez sa mère, le pauvre, et il lui a fait une petite déclaration en mode vous devez arrêter de faire ça quoi, sinon on vous attaque. Et donc je suppose qu'il a arrêté, j'imagine. Il n'avait pas créé un store ou quoi que ce soit. On l'a pas attaqué, on l'a juste fait l'huissier pour le mettre un peu de pression. Mais ça c'est pas normal. Je pense que il était jeune, probablement il se rendait pas compte. Mais ça c'est pas normal. Après le mec qui prête c'est une intention de connexion à son petit frère ou à son pote, il y a aucun problème avec ça, tu vois. Mais revendre, c'est-à-dire que le mec fait du business avec ton produit en fait, sans que toi tu touches un centime. Bon là pour le coup, c'est vrai que d'un point de vue éthique, tu construis pas grand-chose quoi. C'est vrai que c'est mieux de construire son truc. Bah ouais, surtout c'est illégal. Mais... Ouais, en plus je viens de dire du coup, c'est pas ouf. Ok. C'est moi qui suis censé poser des questions. Ouais, parce que j'ai pas plus de questions que ça. Ok. À part Udemy. T'as d'autres projets, d'autres business ? Ouais, en ce moment, depuis décembre, c'est marrant parce que, en fait, plus ça va et plus j'ai l'impression que mes revenus sont liés à des petites briques. Et des fois, ces briques, elles peuvent exploser. Et donc, des fois, ça va super vite. Et donc, un cas concret, c'est que en décembre, je voulais faire une vidéo sur le statut de micro-entrepreneur. Donc je me disais, ouais, j'ai pas mal d'infos sur ça. Et ça m'aurait fait plaisir, tu vois, d'en parler. Au tout début, je pensais en faire une formation sur Udemy. Et puis je me suis dit, franchement, je pense que j'apporterais plus de valeur aux gens si j'en faisais une vidéo. Et je pense que je serais plus fier de moi de partager en vidéo. Et donc, sur Twitter, tu vois, je posais une question qui est intéressée pour qu'est-ce que vous avez comme question par rapport au statut, dites-les moi et puis voilà, je fais la vidéo quoi. Donc je préparais la vidéo et en fait j'ai reçu un mail de la banque qui s'appelle Shine, peut-être que tu connais, une banque en ligne, Shine. Et en fait ils m'ont proposé de faire de l'affiliation avec leur produit Shine Start, donc qui est un programme d'affiliation. En fait c'est pas un programme d'affiliation, c'est leur produit Shine Start, c'est en gros on paye 35 € et eux nous créent le statut de micro-entrepreneur pour nous. Et après, ils nous donnent 6 mois de compte bancaire en plus. Donc, c'est vraiment super cool. C'est-à-dire qu'en fait, tu passes par l'appli, tu mets ton nom, ton prénom, ton adresse postale, et puis ensuite, eux te créent ton statut. Et je me suis dit, vas-y, super, je vais pouvoir sponsoriser ma vidéo, ça va être vraiment excellent. Du coup, je fais ma vidéo, je prépare tous mes slides et tout. Donc, petite technique, j'appuie sur mon bouton, je tourne la vidéo, je l'appuie, elle est terminée. Et en gros, au milieu de la vidéo, je dis, si vous voulez, j'utilise ce produit-là. En fait, j'étais vraiment client de base, donc moi, ça me faisait vraiment plaisir de partager mon retour sur Shine. Et je leur dis, si vous voulez, j'ai un lien d'affiliation dans la description. Et en fait, donc, alors je sais pas si je peux en parler, mais j'ai pas signé de contrat, donc je pense que je peux en parler librement. Par inscription, je touche 25 €. Et j'ai une réduction de 5 € sur le prix. Donc les gens payent 30 € au lieu de 35 sur un Shine Start. C'est bien qu'il y ait une incentive aussi pour les gens de passer par ton lien. C'est ça. C'est toujours bon. Parce que s'il n'y a pas d'intérêt, ils vont se dire à quoi ça sert de passer par ton lien. À part enrichir la personne. Bon après, faites-le quand même. Et donc je fais cette vidéo et en gros je me dis ça va peut-être me faire 50-100 € par mois, donc ce serait vraiment déjà super cool. Et donc premier mois décembre, donc t'as pas encore l'effet boule de neige. Janvier 50 €, puis ensuite 80 le mois d'après, puis 100 €, 150, 200, 300, 500, c'est monté à 600 et là le mois dernier je suis monté à 890. Pas mal. Et donc là je me dis putain c'est énorme quoi. Et en fait tu dis c'est vraiment genre j'ai fait une vidéo, elle dure 30 minutes donc je l'ai préparée. La vidéo, du coup, a fait beaucoup de vues. Elle est devenue un peu virale, non ? Enfin, là, elle a fait 50 000 vues. C'est pas mal. Quand tu compares, la vidéo, au total, m'a rapporté pas loin de... C'est pas mal, parce que 3 000 €, quoi. Avec la monétisation YouTube, 50 000 vues, tu fais quoi ? Tu fais 5... Ah, là, je vais te dire combien j'ai fait. J'ai fait quasiment 400 € avec la monétisation YouTube. Ah, c'est quand même pas mal. Ouais, parce qu'en fait, alors ça, c'était drôle, parce que je me suis dit, tant qu'on y est, monétisons, tu vois. Donc, j'ai monétisé pas mal. J'ai mis genre 2-3 pubs au milieu de la vidéo. Et en fait, c'est un mot-clé qui est super bien rémunéré. Donc, micro-entrepreneur, entreprise, etc. Ça, Et ça dépend de tes thématiques. Par exemple, les thématiques
Adobe, donc la suite de logiciels, ça me rémunère rien du tout. C'est genre 1 euro par vidéo, 2 euros par vidéo, quoi. Ah ouais. Donc là, tu as 400 euros, c'est ma moyenne a complètement explosé. Ça, c'est très intéressant. Donc la pub YouTube, j'avais déjà entendu parler, mais je savais pas que c'était à ce point la différence. Donc la pub YouTube rapporte plus ou moins en fonction de ta thématique. Ouais, en fonction des mots-clés. Si tu es dans une thématique où il y a de la concurrence, surtout il y a beaucoup de produits qui se vendent et qui se vendent cher, par exemple la finance ou l'argent. Et là, toi, faut que j'active les pubs parce que j'ai une vidéo, moi, sur les placements financiers. Là, j'ai jamais activé la pub dessus, si ça se trouve. Et en plus, la vidéo a fait genre 50 000 vues, j'aurais pu me faire 400 balles comme ça. Mais facile, mais je suis sûr que là, ta chaîne a 100 000 abonnés. 100 000 abonnés dans la thématique de la création de contenu, formation. J'ai activé la pub depuis quelques jours parce qu'on m'a dit que ça jouait sur le référencement. Et j'ai gagné quoi, 10 balles, 15 balles 10 balles. Ouais, t'as pas dû bien l'activer. Mais en fait, j'active juste les. Parce que je veux pas qu'il y ait des bannières, je veux pas qu'il y ait des connards avant ma vidéo qui commencent à me détourner mon audience. Le plus. Bon, je sais en plus le genre de mec que c'est pour beaucoup, j'ai pas envie de voir leur gueule avant ma vidéo en fait. Ouais, pourtant ils dépensent bien eux donc. C'est ça, et du coup, je fous pas les pré-rolls et je mets juste l'espèce d'encart à droite qui sert à rien sur lequel personne ne clique. Bah, ça, faut que les gens cliquent donc c'est pour ça. Mais bon, si t'activais vraiment au max. Mais en vrai, je veux pas parce que plus, pour moi, je pense que je perdrais plus en fait à foutre des pubs intempestives qui font chier le monde sur mes vidéos que ce que je peux gagner en fait avec les pubs. Enfin, j'en sais rien. Après, les gens, tu me diras, les gens sont tellement habitués à avoir la pub que si c'est pas sur ma vidéo, ce sera sur la vidéo suivante. Je pense que les gens se rendent même pas compte. Quand j'ai activé les pubs, j'ai reçu aucun commentaire qui m'a dit ah tiens, t'as activé les pubs alors que ça faisait genre 4 ans que les pubs étaient désactivées. Mais les gens s'en rendent même pas compte, tu vois. Donc je me dis ouais, faut le faire, mais après bon, c'est vrai que c'est pas hyper intéressant pour moi, tu vois, par rapport à la vente, ça restera extrêmement minime. Ouais, et puis après ceux qui vraiment détestent les pubs, ils vont mettre Adblock et au final ils vont jamais les voir. Donc Adblock, ça bloque les pubs YouTube. Ah ouais. Et puis je pensais que ça marchait pas sur YouTube. Ah d'accord, OK. Si, ouais. Du coup, moi, c'est super, YouTube, ça. il est free. Moi, j'ai YouTube Premium en fait, donc je les vois pas les pubs. Les mecs m'ont tellement saoulé avec leur formation à la con, les pré-rolls. J'ai mis YouTube Premium et en plus, je peux télécharger les vidéos sur mon iPhone quand je prends l'avion. Ah ouais. Et je peux écouter. Alors moi, j'écoute aussi beaucoup de vidéos, j'écoute beaucoup de conférences sur YouTube et ça me permet de les écouter avec l'écran de mon iPhone éteint, donc ça vide pas la batterie, donc je peux me balader dans la rue. Podcast, je peux promener mon chien exactement et l'écouter comme un podcast. Ok, ouais, c'est pratique. Et j'ai aussi YouTube Musique, mais je m'en fiche. Ouais, ça sont leurs trucs, ils ont créé d'autres services, mais ça sert à rien. Mais c'est vraiment bien ces deux fonctions là, ces 3 fonctions, genre pas de pub, c'est le premier truc moi qui m'intéressait, et pouvoir télécharger les vidéos et pouvoir écouter des vidéos sans l'image, c'est... Ouais. Mais ouais, donc en gros, Adblock tout et tout, c'est vrai que c'est cool. Okay. Mais ouais, donc en gros, j'ai motivé par rapport à ça. Et en gros, pour terminer, c'est juste que je me disais, enfin, je me dis que c'est ouf. Tu te dis, t'es à une vidéo de peut-être générer, peut-être limite un SMIC, tu vois, là, c'est 800 €. Et je pense que ce mois-ci, là, on est le 4 du mois, je suis déjà à 100 €, tu vois, sur cette affiliation. Je me dis, putain, c'est ouf, quoi. Ça va beaucoup parler, je pense, aux gens qui nous écoutent là. Ouais, mais qui se disent, on leur parle de business model compliqué, de tunnel de vente, de machin, et là ils voient qu'ils peuvent faire un SMIC avec une vidéo. Ouais. Un bon tutoriel, bien positionné, avec une bonne pub en affiliation dedans, et c'est réglé, tu peux déjà faire un SMIC. C'est ça. Alors après, je veux pas, lancer trop d'espoir aux gens. Ouais. Faut leur dire quand même que ma chaîne avait déjà, enfin, quand j'ai lancé la vidéo, elle avait 20 000 abonnés, donc pas actifs, enfin pas tous actifs. La vidéo a démarré avec, on va dire, 500 000 vues assez rapidement. Donc je pense que ça a été un bon départ. Mais globalement, tout le monde peut faire de l'affiliation, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faut quand même savoir que, donc forcément, quand tu as de l'énergie de départ pour démarrer le lancement, déjà ça aide. Et puis aussi, tu as, on va dire, l'expérience. Donc moi, j'avais déjà un peu mon matos. Donc déjà, faut que la vidéo soit de bonne qualité, il faut que tu puisses bien parler bien de ton sujet, etc. Et puis dans ma vidéo, de manière globale, j'apportais beaucoup de valeur. Et je pense que c'est ça qui est super important, c'est que ma vidéo a fait 33 minutes, et en vrai, c'est vraiment que du condensé d'infos, etc., et de cas concrets, tout ça. Et je pense que si on veut faire de l'affiliation qui marche bien et qui marche sur le long terme, il faut faire, en gros, ce que tu avais fait par exemple sur Podia, où tu donnes vraiment, en gros, tu donnes de la valeur, du condensé de valeur, et ensuite tu dis, si ça vous intéresse, il y a le lien, mais que tu commences pas avec le lien en disant, enfin, j'ai vu des vidéos par exemple très concrets sur System.io, où en fait c'est juste des gens, en gros ils vont juste s'inscrire sur System.io, créer un produit, mais au final ils vont jamais te montrer un vrai business avec, ils vont jamais t'as jamais de cas concret, t'as jamais de valeur à ajouter avec ça. En fait, il faut les vendre. Pour moi, ma théorie sur l'affiliation, c'est ça peut marcher
quelques conditions. Déjà, il faut trouver des produits qui rémunèrent bien. Faut se positionner dessus au lieu de caser des liens Amazon partout et des trucs à la con qui rapportent que dalle. Il faut se positionner sur 2 ou 3 produits qui rapportent bien. Et surtout, il faut les vendre comme si c'était tes propres produits. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut pas seulement dire « Ah bah tiens, si ça vous intéresse, passez par mon petit lien, etc. » Il faut le vendre, le machin. Ouais. Comme si c'était ton truc. Dire « Ah putain, ce truc c'est génial, regarde ce que j'ai fait avec, regarde ce que tu peux faire avec. » Et en fait, si tu fais ça, tu peux générer des... Parce qu'en fait, l'affiliation sur des services, parfois c'est 50%, tu vois. Et parfois c'est sur des abonnements. Donc c'est quand même énorme, en fait. C'est comme si tu avais un produit qui valait 100 ou 200 balles, tu vois. Donc en fait, si tu mets du sérieux et que tu le vends comme si c'était ton propre produit, tu peux générer des revenus qui sont presque aussi importants qu'en fait si c'était ton propre produit. C'est ça. Et puis après, je pense que le mieux du mieux, c'est vraiment être client d'un produit parce que tu connais tout, tu connais un peu l'histoire. Ouais, bien sûr. Comment il a évolué. Il faut être expert du truc, connaître tout. Mais tu peux en créer des business entiers. Moi, j'ai discuté avec des gens qui avaient une petite audience, tu vois. Ils faisaient 10 000, 15 000 balles par mois avec un seul produit avec de l'affiliation, tu vois. Ah ouais, c'est quand t'as lancé ta formation. Le mec s'est positionné dessus. Ouais, je parle de tout ça dans ma formation sur l'affiliation. Le mec s'est positionné dessus. Il est devenu l'expert francophone de ce produit-là, de ce service-là. Et c'est un service à abonnement en plus qui coûte bien cher, ClickFunnels pour pas le nommer, tu vois. Ouais. Et malheureusement c'est de la merde, mais enfin bon, n'empêche que ça paye bien. Merde, ouais. Et non, je déconne, c'est juste que c'est pas adapté pour tout le monde. Mais ouais, il s'est positionné là-dessus et il est devenu l'expert francophone de ce produit-là. Et il a créé énormément de contenu sur ce produit-là, il l'a vendu, il a fait son boulot en fait. Sur un blog ou sur une chaîne YouTube ? Il me semble sur les deux, mais surtout sur un blog. Ok. Et donc il a quand même beaucoup de contenu, enfin c'est quand même beaucoup d'énergie. Beaucoup de contenu. Ah oui, il a fait son boulot en fait. Il a vraiment vendu le truc. Mais il a pas eu le produit à créer en fait. C'est ça. Faut pas penser que l'affiliation c'est pour les gens qui veulent rien faire. Ça marche si tu fais du contenu, mais que tu veux pas créer de produit. Mais faut quand même faire du contenu. Le truc faut le vendre à un moment. Tu vois, c'est pas juste hop, je mets un lien ici et puis peut-être les gens ils vont cliquer dessus sans faire exprès, tu vois, et ils vont s'inscrire sans faire exprès, ils vont mettre leur numéro de carte bleue sans faire exprès. En général, ça arrive c'est pas. Quand même vraiment pas de chance, tu vois. Donc, Mais après, l'avantage, c'est que tu délègues vraiment à 100% le client, et après, donc t'as un effet de pas de support client, pas d'équipe pour gérer les relous. C'est la belle vie en fait. C'est vraiment la belle vie, tu vois. Moi, ceux de Shine, tu vois, ils m'embêtent pas vraiment. Ils passent par mon lien, ils sont super contents. Tu gères pas beaucoup de factures parce qu'en fait, tu te fais payer une fois par mois par le truc, donc ça te fait gagner tu fais des économies en comptabilité. C'est beaucoup plus simple pour la compta, tout ça. C'est plein d'avantages en fait. Bon, le problème toujours le même, c'est que tu es dépendant des produits en question. Si demain mec, rien ne l'empêche demain d'arrêter son programme, tu perds ton produit quoi. C'est ça qui est. Mais bon, on peut pas tout avoir. C'est ça. Et je pense que c'est ça qui est super important, c'est de créer plusieurs sources de revenus. Et quand tu vas créer et un business model sur de la vente de formation et sur des e-books et sur de l'affiliation de 1, 2, 3 produits, en gros, tu additionnes tout ça. En gros, ça va lisser tes revenus. Et en gros, c'est ce que tu veux. Enfin, moi, en tout cas, perso, c'est ce que je fais. Et là, sur ces 2400, en source de revenus, de clients, on va dire, que j'ai qui arrivent, je dois avoir à peu près 8 à 10 sources de revenus par mois. Donc c'est ce qui fait que j'ai 2400 euros de moyenne. J'ai 2 petites questions pour finir. Est-ce que t'es confiant vis-à-vis de l'avenir ? Tu penses que tu vas pouvoir continuer à gagner ta vie avec ton business ? Alors ça dépend, enfin je dirais pas. Moi je suis confiant pour toi honnêtement. Je dirais pas lequel business, je sais pas exactement, mais je sais que de manière générale, moi je suis très confiant sur l'ensemble quoi. Parce que justement quand tu diversifies, t'as un effet où c'est solide quoi. Tu te dis au pire ça se loupe, mais bon j'ai un peu de marge pour en créer un autre. Surtout le plus important c'est d'être capable de se débrouiller, je pense. C'est ça. Et je pense que si demain Udemy ferme ses portes, en 3 mois t'as monté un nouveau truc qui rapporte la même somme, t'as quand même une capacité de comprendre ce qui marche, voir le marché, identifier les besoins et créer de la valeur qui est pas donnée à tout le monde. Et ça c'est enfin moi je me fais pas de soucis pour toi. Et pour revenir là du coup à la deuxième question qui va avec, pourquoi tu continues tes études ? Très bonne question. En fait là actuellement donc je suis en alternance, il va me rester encore 2 ans d'études. Et donc moi je suis donc en études d'informatique. Pourquoi est-ce que je continue ? Je pense qu'il y a le petit ange des papa-maman qui est à côté qui te dit termine tes études, t'auras le diplôme, t'es vraiment jusqu'au bout, enfin t'y es presque en fait. T'as combien de temps là ? Là il me reste encore 2 ans. Il te reste 2 ans, quand même. 2 ans c'est quand même pas mal, mais 2 ans sur 3. Tu m'aurais dit je suis à ma 4e année, il me reste 1 an pour avoir mon master. D'accord, tu vois. À 2 ans quand même, moi je sais pas si j'y serais retourné quoi. J'en ai parlé à mes parents et tout en plus. Vraiment j'étais à 2 doigts, je me disais vraiment ça.
pas que ça me plaît plus, mais ça me plaît de moins en moins bien, quoi. Enfin, quand je compare, je me dis, putain, je kiffe avoir. Moi, le mieux, c'était quand j'étais en vacances, tu vois. J'avais ma journée, je faisais mon petit sport le matin. L'après-midi, je bossouillais tranquillou. Et puis, l'air de rien, ça te prend du temps que tu peux pas allouer à ton business. Donc, ça ralentit, ça freine ton business, quoi. Et depuis que je suis en alternance, par exemple, ben, je sais que j'ai une chute dans ma productivité qui est colossale, quoi. Et j'ai parce qu'en plus, tu bosses en alternance. Ouais. Mais en gros, je suis un temps plein. En fait, donc, t'es salarié en plus. Ouais, je suis salarié. En gros, de 9h à 18h, en gros, je suis pris. Le soir, je fais mon sport. Puis ensuite, je bosse que le soir, quoi. Donc, mais pourquoi alors, que tu finisses tes études encore peut passer, tu vois. Mais qu'en plus, tu sois salarié en alternance, alors que tu gagnes 2 fois moins qu'avec ton business. Pourquoi ? Parce que, en gros, quand je suis en alternance, bah, l'alternance, enfin, l'entreprise paye ma formation. Et en plus, je suis rémunéré une partie du SMIC. C'est vrai que c'est pas mal. Moi aussi, j'ai fait l'alternance, pour ça, c'est pas mal. Ça, c'est vrai que c'est très pratique. Et puis après, moi, mon rêve caché, on va dire, c'est finir mes études, partir dans un CDI et après en gros commencer une partie investissement immobilier. D'accord. Et le CDI, c'est pour avoir un prêt. C'est ça. Ok. Parce que j'essaye justement actuellement de faire une opération d'achat de biens, mais je peux faire que avec mes revenus de micro-entrepreneur. Et en gros, je peux emprunter que 70 à 80 000 euros. Et avec ça, je peux pas aller très très loin. Et donc c'est-à-dire qu'il faut que ma première opération soit assez rentable. Donc je peux pas me gourer si je fais ça. Alors qu'avec un CDI, déjà, j'aurai plus de capacité d'endettement. Et puis même de manière générale, ça va mettre assez facilement du beurre dans les épinards. Donc, et puis moi, en fait, ça aussi, c'est marrant parce que c'est une citation que j'ai lue il y a pas très longtemps sur Twitter. Un mec qui s'appelle Chris Johnson. Donc c'est en anglais, je crois. Si je devais le traduire, ce serait gagne de l'argent et achète de revenus. Et en fait, moi, je suis vraiment dans cette optique-là. C'est, peut-être que tu n'as pas un business qui marche beaucoup, etc. Donc, travaille, gagne de l'argent, économise à mort, quoi. Et après, t'investis. Et en gros, c'est là où tu achètes des revenus. Donc, investir en actions, investir en immobilier, etc. Et en fait, tu te dis, moi, aujourd'hui, si je pouvais gagner 10 000 euros maintenant tout de suite, moi, je le ferais. Pourquoi ? Parce que je sais que je peux les placer et qu'ils vont peut-être me faire gagner 5 euros tous les mois pendant X années, tu vois. Mais si c'était pour gagner que 10 000 euros maintenant et de les consommer maintenant, ça m'intéresse pas vraiment, quoi. Je préfère me dire... c'est toujours ça à prendre, hein, ceci. Ouais, de quoi ? C'est toujours ça à prendre. Oui, c'est sûr, gratos, oui, c'est sûr. Oui, c'est gratos, ouais. Mais pour non, ça m'intéresse pas, je peux pas les placer. Non, ça sert à rien, tu vois. Mais ouais, genre moi, ce serait plus pour les placer. Donc moi, j'ai vraiment une optique très placement, quoi. Ok, bon, tu m'as l'air, de toute façon, tu m'as pas l'air d'être dans un état de souffrance abominable par rapport au fait que tu m'aurais dit, j'en peux plus de ma vie, je déteste ce boulot. Là, j'aurais dit, mais qu'est-ce que tu fous, tu vois. Non, mais honnêtement, tu m'as l'air d'avoir bien préparé ton plan, de savoir ce que tu fais. De pas être désespéré, donc t'as raison, c'est cool. En fait, je pense que j'ai la chance d'être vraiment dans une boîte où l'environnement est super et quand t'es dans un environnement comme ça, en fait c'est pour ça que je me disais si la boîte me plaît pas, il y a de fortes chances que j'arrête, mais sauf que la boîte me plaît vraiment bien et puis les collègues sont super sympas, t'as vraiment une bonne ambiance, t'as pas de pression. Et tes potes, ils en pensent quoi de ton business ? Ils s'en foutent. Et ça, je trouve ça, moi, j'arrive pas à comprendre. Parce que c'est ouf. Moi aussi, j'ai ça. Tu te dis, mais gros, tu peux te faire voilà, tu peux vivre, tu peux partir à l'étranger, tu peux gagner plein d'argent. C'est pas que l'argument principal. Genre, tu pourras avoir un coaching privé avec Antoine BM de 4 heures maintenant. La chance. Non, mais c'est sûr. Et non, ils s'en foutent. Et c'est démentiel parce que des fois, moi, je suis tellement fier de c'est bizarre, mais je suis fier de leur partager mes résultats, tu vois. Normal, et ils font, ok, c'est cool, tu vois. Mais ils s'en foutent. Et c'est vrai que moi, j'arrive pas à comprendre. C'est vrai que quand tu découvres... Alors moi, ça, c'est très drôle, tu sais, parce que moi, j'ai vraiment vécu la même chose. C'est quand tu découvres ça, t'es persuadé que t'as découvert une mine d'or et que tout le monde va vouloir jeter dessus. D'ailleurs, ça fait un peu peur, parce que tu te dis, mais quand les gens vont savoir que c'est possible, je vais avoir 100 millions de concurrents, tu vois. Et en fait, après, t'en parles à ta famille, t'en parles à tes potes, et là, t'es rassuré, parce que tu te dis, mais en fait, ils ont tous rien à foutre. Soit ils y croient pas, soit ils y croient, mais juste, ils se voient pas le faire, soit ça les intéresse pas, soit ils ont juste pas envie de le faire, soit ils sont bien dans leur boulot. Et tu te dis, en fait, on est tous différents. Et ce qui, pour moi, est un rêve et un truc extraordinaire, pour plein de gens, en fait, ça leur fait rien. C'est exactement ça. Ouais, genre, ils se disent, je me vois pas le faire, je le ferai jamais, quoi. Et tant mieux pour nous, ça nous laisse plus de place. Tout à fait. Franchement, exactement. C'est cool. Merci beaucoup, Axel, d'avoir répondu à mes questions. Merci, Antoine. C'était super intéressant. Je pense que beaucoup de gens vont se retrouver peut-être dans ton parcours, dans le fait que tu sois jeune. Je sais que j'ai pas mal d'étudiants aussi qui me suivent et qui se posent plein de questions. T'as pu donner des idées, à mon avis, avec Udemy. Et est-ce que, donc si on veut te suivre là, c'est quoi tes chaînes YouTube, tes trucs ? Alors on va dire, moi je pense que le principal c'est Twitter, là où je communique pas mal, donc c'est Axel Paris. Et pour ceux qui sont développeurs et qui aimeraient apprendre à faire des designs jolis pour des sites web et tout ça, ce serait Atlas Design.
Et après, sinon, ma chaîne principale, Axel Paris, où là, globalement, on voit toute mon actualité dessus, quoi. Ok, voilà. C'est top. Et si vous voulez devenir micro-entrepreneur, vous tapez micro-entrepreneur sur YouTube et c'est la première vidéo, normalement. Si le taf est bien fait. Génial. Voilà. Et puis pour ceux qui veulent me suivre et qui me découvrent, j'ai une liste email où j'envoie un email par jour. C'est des emails, c'est pas une liste automatisée, c'est des emails qui sont frais, qui sont écrits avec le cœur, la veille pour le lendemain la plupart du temps. Tel un boulanger qui ferait son Tel pain. un boulanger, la fameuse métaphore du boulanger qui fait toujours mouche. Tel un boulanger, donc un email par jour. Et on se retrouve dans la prochaine interview. Je sais pas où je serai, j'ai pas encore prévu. Je fais tout un peu au dernier moment. Mais je serai probablement dans le sud de la France. Ok, bah écoute, bonne route pour la suite. Merci beaucoup.